Je me présente, je m'appelle Alain Sirou, je suis le directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace qui appartient à l'Association française astronomique que Olivier préside. Je suis donc journaliste scientifique, je travaille dans ce média, dans ce magazine depuis le XXe siècle. Début des années 80 exactement, et je suis aussi consultant scientifique pour la radio Europe 1 depuis 22 ans exactement, ce qui est quand même un exploit compte tenu de ce que sont les médias audiovisuels, et j'interviens régulièrement comme consultant, dit expert, sur les plateaux de télévision qui parlent de moins en moins de science, mais qui de temps en temps groupent des gens pour essayer d'expliquer en quoi ce que dit Elon Musk pour aller sur Mars, par exemple, est intéressant ou important ou pas. Et je travaille aussi depuis de nombreuses années maintenant. Ça a commencé avec le Minitel, mais aussi sur le numérique. 3615, c'était un beau démarrage, mais sur le numérique, c'est-à-dire à la fois les sites d'information, mais aussi les podcasts, les vidéocasts, et donc toutes ces nouvelles formes, tous ces nouveaux moyens de diffusion de l'information numérique. Voilà, donc moi, ce que j'avais remarqué dans l'intitulé de cette journée, c'était bien le thème curiosité. Voilà. Susciter la curiosité sans développer la crédulité. Et c'est vrai que c'est un travail qui est au cœur de l'interrogation pour les journalistes scientifiques de comment attirer vers un sujet peut-être de l'information sans développer la crédulité. Alors je voulais vous dire quelques petites choses à la fois sur le domaine dans lequel nous travaillons, la science, le domaine dans lequel nous vivons et nous produisons, c'est-à-dire les médias et la presse, et notre cible, c'est-à-dire le public, le grand public, et quels sont ses rapports. Donc, la première chose que je voulais vous dire, c'est que la science est un terrain favorable à la propagation d'un fox. C'est naturel. Et j'adore cette petite image qui montre que entre une information qui sort de publications scientifiques, que ce soit Nature ou autre, jusqu'à sa diffusion dans tous les médias, la transmission un peu à la mode de l'information orale s'altère au fur et à mesure des médias, et on le voit effectivement sur des sujets qui sont toujours aussi attirants, entre guillemets, pour le grand public, que sont l'exploration spatiale, la recherche de la vie dans l'univers, et là pour le compte, c'est l'exemple de Mars qui est pris, entre l'information initiale et finalement la façon dont c'est traité au bout du compte, ou dont on nous demande de commenter les publications, on trouve beaucoup de déperditions et beaucoup d'altérations. La seconde chose que je voulais vous dire, c'est que l'infox, pour garder ce mot, et j'en discuterai un tout petit peu en terminant, qu'on appelait aussi le canular ou le poisson d'avril, ne date pas d'aujourd'hui. Donc le plus ancien exemple dans notre domaine, c'est le fameux Moon Hoax, donc canular lunaire, qui date de 1835. Vous voyez, c'est pas nouveau, qui est publié, une série d'articles publiés dans un magazine important aux États-Unis qui s'appelle le New York Sun, qui raconte que l'un des plus célèbres astronomes de l'époque, qui est Herschel, aurait observé avec un grand télescope des habitants sur la Lune. Et des habitants importants, puisque ce sont des chauves-souris lunaires, les fameux sélénites, et cette nouvelle va se propager un peu partout dans le monde, va arriver y compris en France. Les articles, en tout cas 2 de ces articles seront publiés, et on découvrira que c'est un canular. Mais ce canular a pris une dimension internationale. Et moi je l'ai, compte tenu de mon grand âge, expérimenté en 1991. Ciel et Espace, c'était alors un magazine mensuel, et au mois d'avril, on avait une tradition dans la presse qui a en grande partie disparu, c'est le poisson d'avril, évidemment, on faisait des poissons d'avril. Et au moment où je préparais les news de Ciel et Espace, j'ai préparé un poisson d'avril, et le poisson d'avril que j'avais imaginé, c'est l'idée du pénitencier sur la Lune. C'est une chose qui m'avait beaucoup amusé. Je me suis dit, tiens, il y a saturation des prisons aux États-Unis, c'était dans les journaux de l'époque,
Et la NASA avait toujours des tas d'annonces sensationnalistes, ça n'a pas changé, enfin ça s'est même assez amplifié. Et donc j'avais rédigé ce petit article, petite news qui expliquait que pour libérer finalement la place sur Terre, l'idée de la NASA c'était d'envoyer grâce à des navettes spatiales des prisonniers sur la Lune. Évidemment c'était les plus dangereux. Et puis j'avais trouvé dans la photothèque de l'Association française d'astronomie un beau cratère qui s'appelle le cratère Petavius et qui avait vraiment l'avantage d'avoir un piton central, des très belles bordures autour qui faisaient quelques kilomètres de hauteur et qui auraient permis de surveiller les prisonniers. Donc ça m'avait beaucoup amusé. Enfin, moi, je suis un peu potache, donc voilà, ça a été publié dans le numéro d'avril. Et quelle n'a pas été ma surprise de découvrir, quelques semaines plus tard, le pénitencier lunaire repris dans le Nouveau Détective. Alors déjà, le Nouveau Détective, je ne savais pas qu'il lisait Ciel et Espace, les journalistes, mais surtout ce qui m'a intéressé, ça, le Nouveau Détective, je me dis, bon, c'est pas bien grave, c'est le Nouveau Détective, quoi. Ce qui a attiré mon attention, c'est que c'était marqué Washington. Vous voyez, c'était sourcé Washington, c'est-à-dire l'info venait de Washington et que des bannières lunaires, donc, alors il citait ses sources, la revue Ciel et Espace qui vient de donner cette information, etc., puis commençait à expliquer et à donner des détails sur ce projet. Parce que le cratère Petavius, les prisonniers ne pouvaient pas y aller si ce n'était pas couvert. Donc il y avait quand même fabriqué un dôme gigantesque, essayer de respirer, ça n'allait pas être facile non plus pour les surveillants, etc. Donc j'étais un peu surpris, mais ça m'a amusé. Et tout d'un coup, je découvre dans une agence de presse, alors c'était Europe Today, je ne sais pas si ça existe encore, je crois que ça a disparu, mais une reprise de ce pénitencier sur la Lune en l'an 2000, avec des forçats qui extrairaient cette fois-ci des pierres précieuses dans le cratère. Et au fur et à mesure alors, je ne vous ai pas tout mis parce que c'est assez long, mais on apprend plein de choses. On apprend qu'effectivement, sur la Lune, il y a potentiellement des matières qu'on ne trouve pas sur la Terre et qui serait intéressant de pouvoir les exploiter pour les ramener sur la Terre et pourquoi pas utiliser les forçats qui finalement ne serviraient à rien si on ne les faisait pas travailler sur la Lune, etc. J'étais quand même un peu surpris et puis le coup final m'est venu par un confrère qui s'appelait à l'époque Science et Nature et qui lui pour le compte a disparu et qui reprenait lui aussi l'idée que les geôles américaines, etc. Et en fait en 1991, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone portable, très peu. Il y avait un bebop, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est-à-dire que c'était construit naturellement à partir d'une information un peu sensationnaliste, un peu drôle, enfin tous les critères qu'on trouve aujourd'hui dans les fake news. C'était construit naturellement dans les rédactions, pas à l'extérieur, mais dans les rédactions, une nouvelle qui pouvait attirer l'attention. Et donc j'ai appelé mes confrères, en particulier de Sciences et Nature, en disant mais pourquoi est-ce que vous avez repris ça? Et ils m'ont donné une réponse qui pour moi était une révélation. Ils m'ont dit mais vous êtes une source. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, Ciel et Espace était un magazine qui reprenait de l'information scientifique, il a traité, mais nous n'étions pas considérés, enfin moi je ne considérais pas la revue comme une source. Or, effectivement, il existe diverses sources en fonction de ceux qui reprennent. Donc, d'abord, ça nous faisait plaisir parce que ça assurait notre crédibilité, et puis d'autre part, ça montrait effectivement aussi comment se construisait une information de ce type. Alors, la liste des infox aujourd'hui est inépuisable, évidemment. On a tous parlé cet été particulièrement de « ils n'ont jamais marché sur la Lune », parce que c'est aussi quelque chose d'emblématique et d'intéressant. J'ai eu la chance de discuter avec les astronautes qui ont marché sur la Lune pour une part, avec ceux qui l'ont commenté aussi en 69. Et en 69, Michel Enfrol, qui était à la télévision française, m'a dit, il y a quelques semaines, il m'a dit, mais déjà à l'époque, on considérait que les hommes ne pouvaient pas aller sur la Lune pour certains d'entre eux. Il avait traversé la rue le 21 juillet, il avait été au café après une nuit directe et quelqu'un lui a dit mais c'est pas possible, ça n'est pas possible, c'est une invention. Et mon voisin m'avait expliqué qui était un brave paysan, m'a expliqué qu'on ne pouvait pas aller sur la Lune parce qu'il n'y avait pas d'épicerie. Simplement on ne trouvait pas à manger. Donc c'était dès le départ, l'idée était là, mais aujourd'hui pour essayer de démonter cette rumeur, la NASA a publié des images, comme celle que vous voyez sur la gauche, qui montrent à partir de satellites
des photos où on voit les traces de roues des astronautes, etc. sur la Lune, et les conspirationnistes disent non, mais s'ils publient ça, c'est justement parce que ils ne sont pas allés sur la Lune. Et Aldrin, que nous avons avec Olivier rencontré lors des Nuits des Étoiles, après avoir foutu son poing dans la figure à un de ces gars qui venait le chercher sur « Vous n'avez jamais marché sur la Lune », a trouvé la solution en disant « Demandez aux Soviétiques ». Alors, parmi les théories et les idées complotistes, on trouve, bon, la Terre est plate, creuse, mais moi je ne le vois pas beaucoup, en fait on ne le voit pas beaucoup dans les réactions des lecteurs. Le réchauffement climatique n'existe pas ou est une invention des Chinois. Alors ça, oui, et je dirais que c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui, et notre confrère de Libération, Sylvestre Huette, qui publie un blog extrêmement intéressant, montre dans une récente analyse d'un article de Nature Communication que c'est toujours extrêmement présent. C'est-à-dire que sur la somme de, je crois, 100 000 articles qui ont été publiés sur le climat, la présence des climato-sceptiques dans les médias est inversement proportionnelle à leur production scientifique. Donc les médias accordent une place extraordinairement importante aux climato-sceptiques. Et même si, je dirais, on en mesure et on voit les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. Bon, les vaccins nous empoisonnent 26% des Français, et là on touche à quelque chose qui est extrêmement important en termes de santé publique, et c'est un point dont on pourra reparler. Il existe un petit groupe de gens qui contrôlent les événements et gouvernent le monde indépendamment des gouvernements, 18%. C'est quand même pas rien. Les extraterrestres sont déjà là, ce qu'on sait, et ce fait a été caché, c'est accepté par 8% des Français, et j'ai mis un dernier qui m'a beaucoup amusé, qui est la NASA exploite des enfants esclaves sur Mars, avec une précision, c'est sur la face cachée de Mars, évidemment. Voilà. Alors, le second point que je voulais vous donner, c'est les médias. Les médias sont des entreprises avec un modèle économique. Alors, vous avez remarqué que j'ai mis la dernière couverture du prochain Ciel Espace qui n'est pas encore paru et qui n'est pas un titre sensationnaliste, donc qui m'est déjà reproché par le service commercial, qui me dit « mais vous n'allez jamais réussir à vendre avec ça, avec un titre comme ça ». Les médias sont des entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté, et qui sont des entreprises dont le système va s'effondrer. Alors, je vous ai mis un tableau un petit peu compliqué qui remonte à 2017 et qui donne des informations sur la presse scientifique. Vous voyez la recherche pour la science, Science et Vie, Science et Avenir, et vous voyez à travers quelques publications de ces magazines les taux de vente. Et ce dont on se rend compte à travers les taux de vente numéro par numéro, c'est que les variations peuvent aller jusqu'à 25% entre un bon et un mauvais numéro, en fonction des sujets. Et donc, nous surveillons, je dirais, l'audimat des magazines scientifiques, c'est la vente. C'est la vente en kiosque en particulier. Et effectivement, le fait qu'un numéro marche, par exemple, avec l'intestin, l'estomac, plus que le trou noir, excusez-moi, et l'astrophysique, va entraîner peut-être 3 ou 4 numéros plus tard, dans un autre magazine, un numéro hors série sur l'intestin. Et quand on aura épuisé le filon de l'intestin, si je puis dire, on cherchera autre chose. Pourquoi ça ? Et pourquoi c'est nouveau? C'est parce que la presse est profondément en crise. Elle est profondément en crise parce qu'elle perd ses lecteurs régulièrement. Depuis pratiquement une dizaine d'années en kiosque, donc que ce soit à travers Prestalis ou MLP, on note dans la presse magazine en France, qui est extrêmement puissante, ce sont plus de 15 000 titres, une baisse annuelle comprise entre 5 et 10%. Vous imaginez? Tous les ans, vous perdez 10% de votre chiffre d'affaires de vente en kiosque. Je ne parle pas des quotidiens, qui aujourd'hui sont totalement sous perfusion de l'État par des subventions. Il n'existerait aucun quotidien aujourd'hui en kiosque s'il n'était pas totalement subventionné, que ce soit Libération, Le Figaro, Le Monde, etc. etc. Donc, perte de lecteurs, effondrement du circuit de distribution, qui aujourd'hui est dans un déficit abyssal, qui ne tient que grâce aux perfusions de l'État, et là je
je parle bien de Prestalis et de MLP, des marchands dans des kiosques, quoi, de l'effondrement de la publicité, qui est parti non pas nécessairement sur les sites internet, mais sur autre chose. Vous voyez le nombre de pages de publicité qui se réduisent dans la presse, et donc tout le modèle économique de la presse s'effondre. Et c'est quelque chose qui va nous conduire dans les années qui viennent à avoir, je dirais, une image, enfin un paysage de la presse qui soit extrêmement réduit. Oui, d'accord. Bon, ça c'est important. C'est vrai aussi pour l'audiovisuel. Moi, je travaille pour une radio qui s'est effondrée, mais ça n'est pas la seule. Et pour la télévision, comme pour la radio publique ou privée, aujourd'hui, on voit justement un changement de comportement et d'habitude. Alors, je vais terminer par le public. Le public, aujourd'hui, s'informe avec, effectivement, d'autres médias qui, pour une part, captent leur attention de façon exagérée parfois. Donc la question de savoir si les extraterrestres sont parmi nous est un vrai sujet. Aujourd'hui, comment s'informe-t-on? D'abord, oui, ce sont des données qui sont extraites d'une enquête qui a été faite il y a à peu près 1 an, même pas, 6 mois. Journal quotidien 30%, télévision 75%, radio 49%, médias sociaux, magazine, site internet de journal, site d'information sans lien avec un journal, newsletter, podcast. Et puis pour les médias sociaux, vous voyez clairement Facebook arrive en tête, suivi par YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn et Trump. On voit vraiment justement cette modification d'approche des sources pour l'essentiel du public. Alors, la question pour le public, c'est est-il crédule? Est-il aussi je dirais, sensible à ce qu'on appelle les fake news? On peut en douter depuis longtemps. Depuis en particulier Orson Welles et la guerre des mondes en 1938, qui est très bien documenté sur l'émission d'Orson Welles qui dit les Martiens débarquent et attaquent le monde, et la façon dont ça a été traduit plus tard, en disant mais les gens se sont suicidés, ils se sont sauvés des villes, etc. Il y a eu des accidents et tout. Et un certain nombre de gens, dont Pierre Lagrange, le sociologue, montrent très bien que ce sont des inventions. Donc on a un fake news sur un fake news, dont l'objectif était pour le compte d'essayer de montrer ou essayer de faire croire que le public était crédule, ce qui doit être effectivement revu à la baisse. Alors je vais passer rapidement sur qui sont les auteurs des infox. Bon, la plupart du temps, ce sont les lecteurs et les auditeurs et le public lui-même, qui étant devenu producteur d'informations, étant devenu journaliste, entre guillemets, en pouvant procéder, en possédant son propre média, simplement son propre compte, peut fabriquer de la fausse information, mais effectivement, il faudra distinguer ce qui est de l'intention, du mensonge ou de l'erreur. Alors, comment détecter évidemment et réduire ces infox? Bon, il y a des professionnels spécialisés dans la vérification de l'information. Vous les trouvez au Monde, les décodeurs, l'AFP, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, 20 minutes, Libération, mais évidemment avec une éducation entre guillemets aux médias, et en particulier je pense aux scientifiques qui n'ont pratiquement jamais accès au cours de leur formation à une présentation de ce que sont les médias, de leur économie et de leur système, qui fait que l'information à l'intérieur des médias est en concurrence. Lorsqu'on va à une conférence de rédaction d'un grand journal, que ce soit une radio, une télévision ou n'importe quelle, on se trouve en confrontation avec la politique, l'économie, le social, le sport, et vendre une information, c'est nécessairement essayer d'abord de la vendre en interne. Et un des succès des Nuits des Étoiles, pour rebondir sur ce que fait l'AFA depuis des années, c'est justement d'arriver au moment où tous ces gens-là sont en vacances, où au mois d'août, il n'y a plus de concurrence et les journaux ont la même longueur. Donc nous arrivons avec un sujet qui est absolument formidable, fabuleux, consensuel, qui permet d'expliquer un certain nombre de choses et de laisser penser aux gens qu'il y a un ailleurs, qu'il y a une autre peut-être vision du monde, mais ça ne dure que sur un créneau de 15 jours maximum. Donc on voit bien que c'est pas suffisant et qu'il faut sans doute
préparer ceux qui parleront de science dans le futur, et donc d'avoir une éducation aux médias. Je vais m'arrêter là, en vous remerciant beaucoup, et en répondant à vos questions.